Merci Benoît pour la co-animation de cette première partie de soirée. Vous l'avez compris, cette soirée, on finira les discussions tout à l'heure, parce qu'on a encore une petite phase de discussion dans quelques instants. On va parler d'intelligence artificielle un petit peu dans le détail maintenant. On vous en a parlé tout à l'heure en introduction, notamment pour voir quel impact elle aura sur les métiers, et notamment les métiers de l'énergie qui nous réunissent ce soir. On évoquera les enjeux auxquels elle se confronte, évidemment, ses limites peut-être, et puis les axes de recherche, puisque c'est sans doute ça qui vous intéresse également. On va accueillir tout d'abord, avant de discuter tous ensemble, Chris Merel, qui est avec nous ce soir, directeur territorial Isère chez Enedis. Il est là avec nous. Chris, c'est le moment. Pendant 15-20 minutes, il va s'exprimer devant vous. Et puis après, on poursuivra la discussion avec d'autres intervenants et puis la partie recherche. Je vous laisse la scène. Prenez possession de vos slides, de votre micro. Je ne suis pas très loin. Je reviens dans 20 minutes. Vous me faites signe, ouais. Allez, je vous fais signe. À 5, je vous fais un petit signe de la main, d'accord ? C'est parti. Je peux être un peu bavard. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de l'intelligence artificielle dans les métiers de l'énergie au sein d'Enedis. Je vais juste avant excuser Pierre Mallet, qui est le directeur de la R&D et de l'innovation, qui aurait dû être présent aujourd'hui et qui se faisait un plaisir de venir sur Grenoble. Il vient régulièrement et qui a été retenu en conseil de surveillance. Et quand on est invité en conseil de surveillance, on va en conseil de surveillance. Donc, il n'a pas pu se présenter. Ne soyez pas inquiets, j'ai repris des slides de Pierre. Ils sont en anglais parce qu'il les a utilisés pour faire une conférence à Sydney le mois dernier. Mais ces slides, ils vont surtout me servir à moi comme fil conducteur pour que je ne me perde pas et que je ne sois pas trop bavard. Donc voilà, une petite introduction pour rappeler, je vais d'abord vous parler un tout petit peu d'Enedis avant de parler d'IA, tout simplement parce que vous allez voir toute la place et tout l'intérêt qu'on a dans l'entreprise à utiliser l'intelligence artificielle. Enedis, c'est un distributeur qui est un peu atypique parce qu'on n'en trouve pas de cette taille-là dans le monde, à part dans la plaque asiatique et en Chine. On gère 1 400 000 km de réseau. Pour avoir un ordre de grandeur, les routes en France, de la voie communale jusqu'à l'autoroute, c'est 1 million de kilomètres. Donc on est le réseau électrique, il est partout. Ce réseau électrique, il faut le maintenir. Ce réseau électrique, il tracte énormément de données. Donc 1 400 000 km, c'est 38 millions de clients. On parlera après des enjeux des volumétries de données qu'on peut avoir, 38 millions de clients et pratiquement autant de compteurs communicants. Alors tout le monde connaît Linky, mais le comptage industriel, on a d'autres petits compteurs qui sont tout aussi communicants que le Linky, qui relève tous les jours un index à minuit et qui l'envoie dans nos SI. Au-delà de cet index de consommation, on a un certain nombre de données et ces données, on les exploite. Et pour être capable d'exploiter ces données, on y arrive. On va utiliser en partie pour certaines applications de l'intelligence artificielle. Alors, l'IA a une longue histoire, je ne vais pas développer. Dans les années 2000, on augmente très rapidement les capacités de traitement informatique et la puissance des processeurs. Et en parallèle, on augmente aussi notre capacité de collecte de données. On a un réseau qui est un petit peu ancien. On a certains ouvrages qui ont 60 ans, 80 ans, qui sont toujours pleinement opérationnels. Et on a donc des données, des fichiers de données qui sont plus ou moins complets, qui, au fur et à mesure du temps, se sont très largement enrichis. Je vais vous parler maintenant de quelques cas sur lesquels on a utilisé l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Juste 2 mots pour voir quels sont les leviers et tous les intérêts et comment tout ça peut augmenter aussi la transition écologique. On a des gains, bien sûr. On attend de l'optimisation OPEX-CAPEX. On attend aussi de la SAT-CLI et puis des bénéfices sur l'image. Et on va le voir concrètement. Aujourd'hui, on touche l'intérêt pour nos équipes d'utiliser de l'IA et l'intérêt, on va le voir à la fois pour nos équipes et aussi pour nos clients. Il y a une complexité qui est en face.
le volume, l'historique de la donnée. On va parler aussi je ne sais pas si on dit complétion, complémentation. En tout cas, on va parler de données qui sont plus ou moins existantes suivant l'âge de nos réseaux et qui peuvent être complétées par l'IA, de qualité de données, bien sûr, et puis de la capacité de ces technos. Avant de rentrer, je vais vous parler de 4 applications qui ont été développées. Aujourd'hui, on a une petite vingtaine d'applications qu'on qualifie d'industrialisées qui sont utilisées au jour le jour dans l'entreprise et qui sont basées sur des développements à base d'IA. On en a une dizaine qui sont en cours de développement et puis après une foultitude qui sont dans notre circuit d'innovation, d'idéation et qui sortiront dans les semaines, mois, années qui viennent. La première, c'est Dora. Pour les plus jeunes, elle n'est pas exploratrice. Dora, c'est un logiciel qui nous permet de faire de la maintenance préventive. Donc, ce 400 000 km de réseau, il faut absolument le maintenir. On a 2 enjeux, éviter la panne, maintenir la qualité de fourniture. Et puis, on a aussi un enjeu de sécurité des tiers, de toutes les personnes qui peuvent passer à proximité. Donc, on le survole en hélicoptère très régulièrement. C'est un cycle d'à peu près 3 ans et on collecte de la photo et du film. Donc cette collecte de photos et de films, il y a quelques années, c'était traité par des opérateurs, en général dans nos équipes, pour ceux qui connaissent TST-HTA, travaux sous tension sur les lignes 20 000 volts, qui sont on va dire, nos meilleurs techniciens. Ces traitements aujourd'hui sont complètement automatisés avec des logiciels de reconnaissance d'images et qui sont auto-apprenants. Donc au début, on a aidé l'IA. On a qualifié les premières photos et puis petit à petit, les photos se sont qualifiées de plus en plus. Et aujourd'hui, l'hélico survole notre réseau. On injecte les photos dans Dora et on en sort un plan de maintenance avec une qualification des niveaux d'urgence. Donc on a chaque pièce qui sont reconnues. Et puis on a un conseil, on va l'appeler comme ça, de traitement de ces pièces-là avec des urgences, de l'urgence absolue qu'on traite dans les heures qui viennent jusqu'à un plan de maintenance qui s'étale des fois sur des semaines, des mois, voire un peu plus. Le deuxième, c'est Cartoline Low Voltage. C'est une appli qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis ancien exploitant de réseau aussi. Et là, on utilise les données qui sont issues du compteur Linky. Le compteur Linky, donc, il relève les consommations. On a aussi un certain nombre de données qui sont captées. Pic de tension sur pic de tension, variation de tension, haute, basse. On a un certain nombre de tensions inverses, on pourra en parler sur la même méthode. Donc on a un certain nombre de données qui sont collectées tous les jours. Et dans Cartoline, en fait, on va analyser ces données et faire de la prédiction de panne. Donc là, on rentre déjà dans un univers qui est qui est un peu nouveau. Aujourd'hui, certains types de pannes, on sait les anticiper et on sait envoyer un technicien avant que la panne ait eu lieu. Ce qui est assez intéressant, c'est que Cartoline ne ment pas, mais le technicien ne trouve pas toujours la panne. Et ce qui pose des questions de compétences de formation, mais très clairement, on est sur quelque chose qui est extrêmement puissant. Ça nous fait redécouvrir les pannes. Et je vais prendre un exemple sur, là j'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'électrotech, donc sur la rupture de neutre qui est la calamité de la panne sur le réseau, puisque quand le neutre casse, vous allez faire des dégâts très importants chez vos clients. On pensait que c'était une panne plutôt subite, c'est-à-dire que ça arrivait du jour au lendemain. Aujourd'hui, on peut vous dire que c'est une panne résistante, et en fait, on la voit arriver 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant. Donc on est vraiment dans cette anticipation et il est encore marqué en cours de développement, bien qu'il soit utilisé aujourd'hui tous les jours dans nos agences de supervision, parce qu'à la fois on continue à le renseigner et lui continue à apprendre aussi de l'ensemble des données qui sont fournies tous les jours via le SI Linky. Donc voilà, pour Cartoline. Je vais vous parler après de Windy. Windy, c'est une application qu'on utilise depuis à peu près 2 ans et qui permet de faire de la prévision et de l'anticipation sur les tempêtes. On a une tempête, on a des prévisions météo qui arrivent. On a injecté tout l'historique des tempêtes qu'on a pu connaître avec l'ensemble des dégâts sur le réseau.
Aujourd'hui, 2 jours, 3 jours avant, on a une prédiction du nombre d'incidents HTA, d'incidents sur les lignes 20 000 volts qu'on va avoir sur chaque direction régionale. Donc, c'est complètement territorialisé. Hein. Donc, vous avez le bulletin météo au plus près sur les Alpes, j'en sais rien, ou en Bretagne. Et vous allez avoir le nombre de départs qui vont tomber. On prend Ciaran. Donc, Ciaran, Windy annonçait entre 650 et 700 lignes 20 000 volts au sol. Ce qui est absolument gigantesque. C'est quelque chose que personne n'y croyait quand on a vu ces chiffres. On a eu à peu près 700 départs au sol. Donc, c'est extrêmement précis. Ça nous a permis d'envoyer 3000 personnes 24 heures avant en Bretagne, en Bretagne et en Normandie, justement, pour être en capacité de dépanner. Donc là, on est dans l'application concrète de ce qu'on est capable de faire avec l'IA. Et ce logiciel continue d'apprendre et d'être de plus en plus précis. Quand on voit arriver un bulletin Windy, on n'est jamais très rassuré. Bon, je vais vous parler très rapidement de bots. C'est quelque chose qui est assez classique aujourd'hui. Donc, forcément, dans notre relation client, on va avoir des robots qui vont répondre. Et ces robots, aujourd'hui, ils se basent sur nos référentiels, sur les échanges qu'on a déjà eus. Et on va comme ça faire améliorer le contact client. Je ne vais pas vous en dire plus. Par contre, on va regarder le dernier en bas, à droite, Customer Targeting, excusez-moi. 38 millions de clients, des adresses et des données clients qui en fait nous arrivent de différents canaux. Nos plateaux, donc c'est, on a le client téléphone, bonjour, et il nous redonne son adresse, mais ils arrivent aussi d'autres canaux, entre autres des canaux des fournisseurs d'électricité. Et on s'aperçoit qu'on a parfois quelques écarts sur notre référentiel d'adresse. C'est l'enfer. Donc, à part, on n'a que la Poste en France qui a autant de clients et autant d'adresses. Et donc, on se sert maintenant d'IA pour scruter l'ensemble des flux qui nous arrivent, qui sont sortants, et pour identifier et rapprocher, pour générer des alertes sur nos adresses clients. Ces adresses clients, c'est un enjeu qui est majeur pour nous parce que on a une entreprise qui est sur le terrain, on a des gens partout et on doit aller, on doit se rendre encore quand même régulièrement chez nos clients. Et puis on a aussi tout l'adressage du compteur Linky qui est lié à ça. Donc voilà, autre sujet qui est assez, qui aujourd'hui est bien développé. Donc voilà. Quelques exemples très opérationnels sur ce qu'on fait aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. J'aurais pu vous parler de Smart Grid, mais Nourdine le fera tellement mieux que moi que je ne vais pas aller sur ce sujet-là, mais c'est clairement un champ qui est en cours de développement et qui va largement se développer. Notre réseau, il est en complète révolution. Entre à la fois l'arrivée des ENR, on aura bientôt, si ce n'est déjà fait, on s'en approche tranquillement, plus de puissance installée sur le réseau de distribution d'élec que de puissance installée sur nos réacteurs nucléaires. Donc, il faut juste avoir ça en tête. Et donc, ce réseau qui devient bidirectionnel, il va falloir de plus en plus le monitorer, de plus en plus le piloter dans les deux sens, et puis assurer un équilibrage qui sera beaucoup plus local. Je ne vous parle pas de la mobilité lourde aujourd'hui. Et on va passer très rapidement sur l'approche industrielle dans l'entreprise. Quelque part, c'est les mêmes sujets qu'on peut retrouver sur le SI classique, sauf que c'est plus. C'est plus fort, c'est plus profond, c'est plus, j'ai bien mis le terme d'augmenter, c'est totalement augmenté. Les enjeux sur la data, ils sont multipliés à la fois sur la qualité, sur la gouvernance des données, on parlera un peu d'IA générative et sur le sujet de l'utilisation de ces IA qui sont ouvertes à tout le monde, de la confidentialité des données, des risques cyber, etc. Donc c'est pareil, mais plus. On a un vrai sujet
de compétences. Et puis, on a des sujets, alors je ne sais pas s'il faut parler d'acceptabilité, mais on y viendra un petit peu après sur un exemple d'IA générative où au-delà de l'acceptabilité, ça va poser d'autres questions qui sont ce travail qu'on va faire par l'IA, qu'on commence à faire aujourd'hui et qu'on va faire demain. Au-delà de remplacer des hommes, où on a un sujet de société, il va remplacer des compétences aussi. Quelques mots sur la partie éthique qui a été prise, excusez-moi, en termes de régulation par l'Europe. Les études qu'on fait aujourd'hui, on a vu qu'on est sur quand même des applications qui sont très industrielles, avec des IA qui sont à la fois propriétaires et qui sont dans qui gèrent des données qui sont encore compartimentées. On estime qu'on n'est pas en risque aujourd'hui. On est aux études sur le sujet. Quand on va basculer sur des IA génératives qui sont peut-être plus partagées, c'est un tout autre sujet, d'accord ? Mais vous avez vu que pour l'instant, on est encore sur des IA qui sont très compartimentées. Je ne vais pas vous en dire plus. Par contre, on va parler un tout petit peu d'IA générative, avec à la fois effectivement les... je ne sais pas qui est allé sur ChatGPT dans la salle. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et donc, effectivement, beaucoup de promesses, des résultats, mais aussi une augmentation des risques pour l'entreprise qui est absolument gigantesque, risques éthiques, risques sociaux. Il y a un vrai sujet de la propriété de la donnée et puis de tout ce qui est propriété intellectuelle. Et puis, sur les risques cyber, on va voir, on commence à utiliser de l'IA pour faire de l'audit et de l'accompagnement du code. Clairement, on est sur l'IA générative, mais qu'on va complètement compartimenter parce que le risque est gigantesque. Et ça pose la question de l'exploitation des failles demain par ces objets-là. En termes de stratégie, que dire ? Elle est complètement intégrée, en fait, dans la gouvernance, elle est complètement intégrée dans notre gouvernance de l'innovation. On n'a pas un monde de l'IA qui est à côté. Vous l'avez entendu, hein, Pierre, c'est le directeur R&D et puis directeur de l'innovation. Et quelque part, tout ce qui est gouvernance, c'est complètement intégré. Ça ne fait qu'augmenter ce qu'on a déjà. Par contre, après, effectivement, quand on rentre dans le plan d'action, là, on est beaucoup plus dans le détail. On a des équipes dédiées. On a deux sujets. Le premier sujet, effectivement, c'est l'acquisition de compétences chez nous. Et on en a parlé ou pas, parce que c'est des compétences qui sont tellement pointues, tellement particulières, que là, on est complètement en lien avec le monde académique, avec la recherche, parce qu'on n'a pas la capacité à faire seul. Et puis après, on a un autre sujet qui est le dernier point, qui est l'acculturation de nos salariés à l'IA, histoire de ne pas retrouver trop rapidement des plans moyens internes dans ChatGPT, comme ça a pu se passer pour d'autres entreprises. C'est un exemple comme ça, mais vraiment quelque part une acculturation, parce que c'est un objet, on va vivre avec, qui va augmenter nos capacités, mais qui est aussi porteur de risques extrêmement importants. Ça, je vais passer rapidement. Je vais prendre deux exemples sur les trois parce que, très honnêtement, le pilotage de l'innovation par l'IA, je ne suis pas au top. Par contre, effectivement, on est aujourd'hui en expérimentation au sein de notre DSI sur un logiciel qui va faire de l'accompagnement de nos développeurs. Deux choses, c'est du conseil comme je l'ai dit, et puis c'est aussi de l'audit de code. On est en cours de test, donc c'est des choses qui commencent à exister. On est, bien que ce soit l'IA générative, on est complètement compartimenté, donc il n'y a rien qui sort. On a aussi quelques techniques ou quelques souhaits au sein de l'entreprise sur la façon dont est réalisé notre code, donc c'est complètement... Ça appartient complètement à Enedis. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je trouve assez intéressant, c'est l'assistance sur la préparation de chantier. Tous les jours, nos équipes sont sur le terrain, on prépare des chantiers, on réalise des chantiers. Ces chantiers, ils sont préparés
À l'aide de quoi? À l'aide de photos, à l'aide de référentiels techniques, à l'aide de données qu'on a dans nos systèmes d'information, dans notre SIG. Et on commence à réfléchir. Pour l'instant, on est en idéation, mais au fait qu'on pourrait produire tout ou partie de ces préparations à l'aide de l'IA. Là, on est dans un autre monde. Et on rejoint les sujets dont je parlais tout à l'heure. Sujet à la fois de ressources, productivité, très bien, mais sujet de compétences aussi. Un préparateur, c'est une personne qui va sur le terrain, qui connaît son réseau, qui connaît ses techniques, qui intervient 24/24. Donc ça pose plein de questions derrière sur une fois qu'on aura réussi à le développer, on va réussir à le développer, il n'y a pas de doute. C'est quoi l'avenir du technicien? Comment on va maintenir nos compétences? Comment on va faire tout ça? C'est quoi aussi son avenir à lui? Est-ce qu'il est cantonné à monter au poteau toute sa vie et donc il n'a plus d'espoir d'ascension sociale? Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont tractées derrière ces sujets-là et qui sont réfléchies au sein de l'entreprise. Donc voilà, j'ai été assez rapide là, non? On est dans un timing parfait. 19 minutes. 19 minutes, c'est vrai, ça passe vite. Ça fait une dizaine d'années qu'on utilise l'IA. On ne va pas s'arrêter. Ça, c'est à peu près sûr. Et donc, maintenant, nos efforts, ils vont porter sur quoi? Ils vont porter quand même sur une organisation dédiée pour accélérer notre capacité d'industrialisation et de monter en puissance sur les IA classiques. Et puis, c'est d'embrasser le virage de l'IA générative et de l'utiliser de la manière la plus efficace, mais la plus sécurisée aussi pour l'entreprise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.